Les conflits de travail à la baie James et au chantier olympique ne lui ont pas laissé de bien bons souvenirs. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Cournoyer. Bonjour, M. Morin. Ça se compliquait aussi sur le chantier olympique en prévision des Jeux de 1976. Plusieurs se demandaient si le chantier allait être prêt à temps. Et vous avez passé un décret à ce moment-là pour allonger la question d'heure de travail. C'est que les décisions du gouvernement dans le cas du stade olympique ont été prises à peu près au mois de novembre. Novembre 1975. Si vous vous souvenez, en novembre 1975, ça allait mal sur le chantier. Il y a toutes sortes de raisons d'aller mal. Peut-être les syndicats marchaient mal, les syndiqués ne faisaient pas leur travail comme il fallait, ou encore les plans étaient mal faits. La commission Maliouf a tenté de jeter un éclairage sur ce qui avait fait l'excédent des coûts par rapport aux estimés originaux. Et quand on regarde ça, là, vous vous souvenez qu'au mois de novembre, le gouvernement a pris la décision de nommer un nouveau président aérien et, une fois nommé, de dire « on ne fait pas la tour. Mais on va finir en bas ». Pour finir, les estimés de l'aério, c'était un certain nombre d'heures de travail. Tu avais beau avoir plus d'ouvriers, mais tu ne pouvais pas mettre plus d'ouvriers sur un même chantier. Donc, il fallait que tu allonges les heures de travail des ouvriers qui étaient sur le chantier pour qu'ils puissent travailler plus longtemps, parce que le décret les empêchait de travailler plus longtemps. C'est pas parce qu'ils ne voulaient pas, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas en vertu du décret. Alors, en extensionnant ou en modifiant les heures de travail permises pendant la période de construction du stade, on s'assurait qu'on pourrait avoir fini des installations, pas des installations qui seraient susceptibles de recevoir le 29 avril 1976 les Jeux olympiques de Montréal. Et ça, c'était l'image de Montréal à travers le monde, là. C'est pas une petite niaiserie, c'est pas une binerie, cette affaire-là. Alors, c'est sûr qu'encore là, on a pris une décision qui faisait mal. Une décision gouvernementale, c'est pas toujours fait pour faire du bien, même si c'est de ça qu'on va se vanter davantage en campagne électorale. Mais c'est pas toujours fait pour faire du bien. Ça tranche dans le vif, des fois. Et dans ce cas-là, on a tranché dans le vif. Mais avec la responsabilité sur le dos, ou bien non, on fait ça, ou bien non, les Jeux olympiques ne peuvent pas se tenir le 29 avril. Tu sais que tu fais là, quand tu es pogné avec une affaire de même sur le dos? Là. Tu prends la décision, puis tu payes pour. On a payé pour en 1976. Au mois de novembre, on en a mangé une maudite. On a été mis dehors. Il y avait plus que juste l'affaire de l'Expo, l'affaire des Jeux olympiques. Il y avait surtout la commission Autriche. Mais encore là, c'était sur mon dos. L'enquête dont il est question dépasse et de beaucoup les seuls cadres du territoire de la baie James. Cette enquête porte sur la liberté syndicale telle que conçue dans la loi des relations de travail dans la construction, de même que son application et surtout son application, parce qu'on ne répétera pas plus souvent qu'autrement le même principe dans la loi. Alors, disons que d'un côté, le principe de liberté syndicale est inscrit dans la loi. Il y avait aussi la baie James où ça brassait, il y a même eu de la casse, là. Ah, mais la baie James, c'était un chantier qui a commencé, disons, tu sais, je me souviens encore quand Robert avait annoncé ça en 70, le premier anniversaire. 71. C'est en 71. Il avait été là en 70 avril. Premier anniversaire en 71, il annonce le grand développement de la baie James. Puis là, on est en 76 et le bordel est pris. Le bordel est pris, il y a à peu près 7 à 8 000 travailleurs là, sur le chantier, avec des conflits intersyndicaux qui étaient latents depuis que j'avais pris l'orientation des gouvernements, là, en 69, 70. La CSN et la FTQ, ça ne pouvait pas se sentir. Puis là, bien, sur le chantier, sur des chantiers, tous les chantiers industriels, je crois que
On peut rappeler simplement que les chantiers industriels étaient faits la plupart du temps par des compagnies américaines qui arrivaient ici avec leurs conventions, que c'était juste des unions internationales qui travaillaient là, puis tout ce qui n'était pas union internationale, c'était des SCAB. Donc, CSN, c'est SCAB pour les unions internationales. Alors, quand tu arrives à Baie James, là, c'est plus pareil parce que c'est une entreprise d'État. Et le décret ou la loi la loi des relations de travail dans l'industrie de la construction prévoit qu'il y a 3 centrales syndicales. La FTQ, la CSN puis la CSD qui ont le droit d'avoir des travailleurs sur les chantiers de construction. Tous les chantiers de construction, y compris les chantiers industriels, donc à la Baie James. Et là, dans le temps, des gens qui sont morts aujourd'hui, je n'aime pas les nommer, mais parce qu'ils ne peuvent pas me contredire. Mais je vais dire quand même ce que moi j'ai perçu à l'époque, c'est que M. Giroux-Roland, avec M. Boyd, qui était dirigeant de l'Hydro. Peut-être tous les deux gros dirigeants de l'Hydro, et M. Boyd, qui était président de la Société d'énergie de la Baie James, qui était propriétaire des installations là-bas. Eux autres ont pensé qu'ils pourraient en venir à une entente avec la FTQ, signer une convention de 5 à 6 ans avec eux autres, et puis, disons que ça serait la FTQ qui sera sur le chantier. Quand M. Giroux m'a parlé de ça, j'ai dit, M. Giroux, on vient de passer une loi, la loi des relations de travail dans l'industrie de la construction, qui dit là, spécifiquement que les 3 centrales syndicales ont le droit de citer sur un chantier. Comment voulez-vous que moi, qui viens de passer cette loi-là, puisse aujourd'hui dire le contraire de ce que j'ai dit? Puis là, non seulement de ce que j'ai dit, mais de ce que le Parlement a dit. Comment voulez-vous qu'on fasse ça? Oui, mais il dit, tu sais, tu pourrais faire un amendement. Je dis, écoutez, je suis le ministre qui a proposé l'autre, puis je vais être le ministre qui dit sur le plus gros chantier de construction au Québec. À cette époque-là, là, ça va être juste la FTQ. On va se faire crucifier par la CSN partout, puis avec raison, parce qu'on a fait le contraire. Ça faisait pas longtemps qu'on avait passé la loi des relations de travail dans l'industrie de la construction. Ça faisait pas longtemps. Alors, ça veut dire qu'on a laissé aller les choses, mais là, la FTQ s'est asseyée. Et c'est là que M. nommé Yvon Duhamel, qui était l'agent d'affaires de la FTQ, qui, lui, s'est arrivé à la Baie James, puis a dit, les gars de la CSN, ça, on n'en veut pas. Alors, ils ont commencé à faire sortir des gars de la CSN. Puis à un moment donné, le patron, un des patrons, un des gérants du chantier, a dit, non, je ne peux pas faire ça, moi. La loi dit que les gens de la CSN ont le droit ici. Lui, il a une carte de la CSN, tu veux sortir, moi, je ne peux pas faire ça. Alors, Duhamel a pris un bulldozer, puis c'était un opérateur de machinerie lourde. Il est rentré dans la centrale, dans les transformateurs, puis les 6 ou 7 000 personnes ont été obligées de les ramener dans le sud parce que là-bas, ils n'étaient plus capables de chauffer, puis c'était fini. Ça a coûté près de 35 millions à Hydro-Québec puis à la Société d'énergie de la Baie James. Et à partir du moment où on a eu cet événement-là qui était considéré comme extrêmement grave par tout le monde, là, on a décidé de faire la commission Clich. C'est-à-dire, on a décidé de faire une enquête sur l'exercice de la liberté syndicale sur les chantiers de construction que Robert a confié à M. Clich et que moi, j'avais confié à Guy Chevrette et à Brian Mulroney. Mais il n'y avait pas de libéraux sur cette commission-là. Il y avait un conservateur. Non, l'idée, c'était que, étant donné la nature du conflit, qui était latent depuis des années, ça ne datait pas de là, que moi, et j'imagine que Robert a accepté mon raisonnement, je ne voulais pas qu'il y ait des gens sur ce comité-là qui puissent être accusés d'avoir suivi les directives du Parti libéral qui était au pouvoir. Alors, pour éviter ça, j'ai décidé, et j'ai suggéré à M. Bourassa, qu'on prenne quelqu'un, d'abord du monde syndical, qui ne venait pas de la CSN ni de la FTQ, mais qui venait de la Corporation des enseignants, la CEQ. Guy Chevrette était là, mais ce n'est pas lui que j'ai choisi en premier. J'ai choisi quelqu'un qui avait quitté la CEQ, c'était Raymond Laliberté, un ancien président qui était à l'Université Laval à l'époque. Alors, quand on a demandé à Raymond a refusé. Fait que j'ai donc pris quelqu'un qui était du monde syndical, mais qui n'était pas
de la CSN ni de la FTQ. Ça, c'était mon raisonnement. Mais comme par hasard, Guy, c'était Guy. Était-tu péquiste dans ce temps-là? Il était PSD? Je ne sais pas. Mon idée, c'était pas politique, c'était d'avoir quelqu'un qui connaissait le mouvement syndical. De l'autre côté, ça me prenait quelqu'un de patronal. Un patronal qui ne venait pas de l'une ou l'autre des 5 ou 6 associations de construction qu'il y avait là. Alors, j'ai pris quelqu'un que je connaissais, c'était Brian Mulroney, qui lui-même était un représentant patronal reconnu du bureau d'Ogilvy Renault, que je connaissais, il était tout jeune dans ce temps-là. Fait que là, j'ai suggéré ces deux-là à Robert, puis Robert a dit c'est correct, il connaissait Brian, puis il connaissait pas tellement Chevrette, mais leur couleur politique, pour moi, elle m'importait. Je ne voulais pas qu'ils soient des libéraux choisis par des libéraux. Je voulais qu'ils soient un syndiqué, puis un patronal, pas nécessairement choisi par des libéraux, mais parce qu'il y avait une sorte de connaissance et de compétence dans le domaine des relations de travail. Brian l'avait, puis Guy, je l'avais. Puis Brian, bien, qu'est-ce que tu veux, on sait qu'est-ce qu'il est devenu par la suite. Mais Robert a choisi le président, qui a pris M. Tlich, Robert, qui était je pense qu'il était juge en chef adjoint de la Cour du Québec à Québec. Et vous-même, vous avez dû témoigner à cette commission-là. Ouais. Pour quelle raison? Puis, Bien, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu l'impression que j'étais une partie dans les conflits de la construction. Et que si l'examen devait se faire par une tierce partie, que j'avais l'obligation de me présenter devant eux autres pour leur expliquer dans quel contexte moi je vivais, comme ministre du Travail, puis donc parlant au nom de mon ministère. Et j'ai dit tout de suite, dès le point de départ, que j'irais. Et bon, on m'a convoqué à un moment donné, puis j'y étais. J'ai été comparu. Mais là, vous en faites témoigner debout, vous n'avez pas aimé ça? Ça, là, c'est-à-dire que j'ai pas aimé ça. C'est que j'étais quand même le ministre du Travail et on m'a considéré clairement comme un vulgaire témoin, probablement de la nature des bandits qui avaient témoigné là avant ou qui allaient témoigner à la SECO. On ne m'a pas permis d'être assis en avant du tribunal, qui n'était pas un, c'était une commission d'enquête. On a dit, toi, Cournoyer, tu dois t'asseoir dans la table des témoins, là, debout, puis j'avais un mémoire à lire. Il a fallu que je lise ça debout, au complet. Puis il a fallu que je leur demande la permission pour le lire. Puis après ça, je me suis fait écœurer par Lucien Bouchard pour me faire une crise. Tu sais, Lucien Bouchard m'interrogeait là, sur mes relations avec Dédé Desjardins, comme si j'avais couché avec Dédé Desjardins. Puis il était d'une dureté avec moi, là, que normalement, si on l'avait eu quand il est devenu premier ministre par après, là, il nous aurait tués du regard. Mais j'étais comme un vulgaire bandit de l'industrie de la construction, considéré comme tel par celui qui est devenu par la suite premier ministre. Il a fallu que j'invoque à un moment donné le président de la commission pour dire, voulez-vous y dire là, que je suis ici librement, moi, là, puis que je suis ici pour répondre à des questions qui n'ont rien à voir avec mes relations avec qui que ce soit. Puis quand vous voulez savoir si je suis un bandit, accusez-moi de quelque chose. Mais Lucien était là, puis lui, là, c'était le petit avocat fringant qui avait été choisi par la commission, puis qu'il avait tout le pouvoir là, de faire de moi le fou, le dur, le bandit que j'étais pas. Il avait le pouvoir de le faire. Juste d'être debout là, dans cette boîte aux témoins, dans un décor de judiciaire. On était dans une des salles du Palais de justice de Québec, dans la boîte aux témoins, puis il y avait une espèce de couronne de lumière au-dessus de moi. Là, puis tu vois ta photographie là, le lendemain matin, en première page du Journal de Québec, Cournoyer et Desjardins, avec une espèce de lumière au-dessus qui te donne l'impression d'une auréole de saint. J'avais envie de tuer, je t'avertis. Parce que, tu sais, la première affaire que j'ai senti qu'une commission là, que j'avais nommée de bonne foi, là, avec des considérations qui étaient proches de la réalité, avec une volonté de trouver une solution durable aux problèmes de l'industrie de la construction, tu t'aperçois dès le point de départ que c'est toi qu'on attaque. Mais pourquoi? Il s'est passé un petit événement dont je ne me suis pas aperçu. On me demande, tu sais, le premier mandat qu'on avait donné à la commission, c'était
d'enquêter sur l'exercice de la liberté syndicale dans l'industrie de la construction. Je reçois un téléphone de M. Chouinard, qui était le greffier du Conseil. Il dit, Jean, il dit, est-ce qu'on pourrait modifier le mandat, puis au lieu que ce soit l'exercice de la liberté syndicale, qu'on dise dans l'industrie de la construction à place? Moi, le cadre, je dis, bon, oui, pas de problème. Ça venait de Julien Chouinard, un type que j'ai toujours respecté. Fait qu'on change le mandat. Première personne qu'on veut interroger, c'est un gars qui est à la commission du salaire minimum à l'époque. C'est un gars que j'ai nommé là. Il s'appelle Joyal. Puis je dis, qu'est-ce qu'il fait là, Joyal? On l'interroge. Avez-vous déjà... vous avez été nommé comme commissaire par qui? Dans la commission du salaire minimum, c'est loin de la construction, ça. Ben, c'est M. le ministre Cournoyer qui a fait ma recommandation. Que vous avez payé pour ça. Non, en forçant un peu, il s'est aperçu qu'il avait payé. Semble-t-il, après ça, on a fait témoigner d'autres personnes, M. Joyal aurait remis à un nommé, je ne dirai pas son nom parce que je ne veux pas me faire poursuivre, là, nommé 3 000 dans une salle de toilette du Château Frontenac pour obtenir sa nomination comme commissaire à la Commission du salaire minimum. M. Joyal était un fonctionnaire depuis de longue date à la Commission du salaire minimum. C'est-à-dire qu'il méritait ce poste-là, puis je l'avais jugé comme tel. Sauf qu'il avait payé 3 000 $ pour un salaire. Ça, tu apprends ça, là, au début de la commission de Clich, tu te dis encore une fois, comment ça se fait? Qu'est-ce que ça vient faire dans l'industrie de la construction, cette affaire-là? Bien, la commission de l'industrie de la construction, de la commission du salaire minimum, avait géré le décret de la construction pendant 6 mois, quand le décret de la construction avait été aboli. Donc, pendant ces 6 mois-là, il était dans la construction. Et la commission Clich s'est crue autorisée à s'interroger sur la façon de nommer un gars de la commission du salaire minimum parce que la commission du salaire minimum avait géré l'industrie de la construction pendant 6 mois. Je dis, où est-ce qu'ils s'en vont avec leur ski? Dans le fond, quand tu parlais de 3 000 $, c'était le ministre qui l'avait reçu. Moi, je n'étais pas au courant de rien, puis je n'ai jamais demandé rien à personne. De bonne foi, il y a quelqu'un qui avait ramassé 3 000. Mais la Sûreté du Québec le savait, la Commission le savait. Ils ne savaient pas comment le pogner, mais ils l'ont pogné juste comme ça. Une commission d'enquête royale sur l'industrie de la construction et non pas sur la liberté syndicale dans l'industrie de la construction. Tu commences qu'un gars peut se faire pogner puis se faire mettre. C'est plate de même. Puis là, tu dis, oui, mais qu'est-ce qu'il vise? Il vise le ministre. Quand j'ai comparu par la suite, c'est devenu évident, quand la façon dont Bouchard m'interrogeait, qu'effectivement, j'étais la personne ciblée, comme la personne responsable de tous les problèmes de ces chantiers de construction, parce que, comme par hasard, André Desjardins, un bandit notoire, était président du local 144 des plombiers, et ce local-là faisait tout ce qu'il voulait à ces chantiers de construction avec les méthodes les plus déloyales, les pires. Mais parce que je parlais au président, j'étais son associé dans la façon dont il menait ses chantiers. Et ça m'a insulté. Est-ce que quand même la commission de Clich a donné les résultats que vous espériez? Moi, disons, je n'ai jamais mis beaucoup d'espoir là-dessus parce que, dans le fond, prenons la façon dont les choses sont arrivées. On venait de passer une loi qui disait que tout le monde avait le droit d'être membre d'un syndicat de son choix sur les chantiers de construction. On a eu le bordel de la baie James avec. On a eu des bordels à Sept-Îles. On a eu des bordels à Tracy. On a des bordels partout, pareil, malgré la loi. Quand tu fais une commission d'enquête, il y a deux choses qui peuvent se produire. La première, c'est l'exposition des individus qui est gênante. Ça dure un temps. Si tu es un vrai bandit, tu vas continuer après, ça va être fini. Tu t'en vas faire ton travail après, puis tu retournes à ta job comme c'était avant. Si tu n'es pas un vrai bandit, tu ne le feras plus jamais. Mais si on arrive après à dire, OK, on les a exposés, là, il y en a d'autres qui naissent. C'est-à-dire que moi, la Gaspésia, c'était pas de mon temps, ça. La Gaspésia, ça fait pas si longtemps que ça. Qu'est-ce qui s'est produit à Gaspésia? La même chose que sur le chantier de la baie James, la même chose que sur les chantiers de Bécomo, la même chose que sur les chantiers de Sept-Îles, puis les chantiers de construction à Dosco-Pastelco.
c'est la même chose qui s'est produite 20 ans ou 30 ans après. Tu ne changes pas l'homme si facilement que ça. Et dans l'industrie de la construction, ce qui est le plus attirant, c'est cette sorte de choses que j'ai contribué à mettre en vigueur. Cette sorte d'obligation pour chacun des individus d'être membre d'un syndicat. Ça veut dire que tu as une manne d'argent, là. C'est obligatoire. Tu as 170 000 membres de l'un ou l'autre des 3 syndicats de la construction qui payent leur cotisation à toutes les fois qu'ils travaillent. Ça, c'est de l'argent d'un coffre syndical. Des mannes d'argent comme ça, là, faites très facilement parce qu'ils sont obligés d'être membres d'un syndicat, alors que le travail est fait par la Commission de l'industrie de la construction. Tu sais, le travail dans un syndicat normal, dans une entreprise, on paie une cotisation, le syndicat s'occupe des griefs, il s'occupe de faire respecter la convention collective, il va te défendre en arbitrage si tu vas y aller, etc. Tout ça, là, c'est ça le syndicalisme normal qu'on connaît. Dans l'industrie de la construction, il y a un décret. Les syndicats n'ont pas besoin de faire rien, on déduit. Je pense que c'est encore de même, je le souhaite là, que ça n'a pas changé. Là, 0,5% de la paye de l'employé, puis 0,5% de cette paye-là comme contribution de l'employeur pour faire vivre la Commission de l'industrie de la construction qui s'occupe de faire en sorte que le décret soit respecté par tous les employeurs de la province et qui s'occupe de faire en sorte que les salaires soient payés comme ils doivent être payés, que le temps supplémentaire soit payé, qui examine les livres, puis le syndicat n'a pas besoin de faire ça. Il y a un organisme gouvernemental qui fait ça à sa place, mais il y a sa cotisation syndicale pareil. Donc, il fait autre chose. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais c'est attirant pour... tu sais, c'est une manne. C'est une manne pour les bandits, ça. Je ne dis pas que ceux qui sont là sont des bandits, jamais je ferai ça. Mais je dis tout simplement, c'est que quand tu as vu des gars comme Dédé Desjardins, là, écoute, il y avait le pouvoir de vie ou de mort ces travailleurs de l'industrie de la construction. Si tu ne fais pas son affaire, tu ne travailles pas. Puis c'est encore pareil aujourd'hui. C'est encore pareil. Je ne te dis pas qu'il y ait les mêmes moyens, mais je te dis bien clairement qu'aujourd'hui, si tu n'es pas dans le bon syndicat, arrange-toi pour avoir un job, tu vas en arracher. Donc, la commission de clé, tu n'as rien réglé? Bien, disons qu'elle peut peut-être régler quelque chose temporairement, là, après 76, là, en plus de nous avoir fait jeter dehors. Peut-être qu'il y a des choses qui sont produites dans les 2 ou 3 années qui ont suivi. Mais par la suite, ces pouvoirs-là ont été repris par d'autres nouveaux qui, aujourd'hui, sont 40 ans, 50 ans. Puis ça fait 40 ans, ça, il y avait 10 ans dans ce temps-là. Est-ce que vous auriez souhaité que des correctifs plus concrets soient apportés, soit sur les conditions de travail ou les salaires? Donc, peut-être que j'aurais souhaité ça, mais je n'ai jamais su lesquels, parce que le niveau de satisfaction de ces centrales syndicales-là là, est directement proportionnel au pouvoir de payer de tel ou tel employeur. Je pense que ce qui les embête le plus, c'est probablement une dichotomie, c'est que tu as l'existence du décret qui les empêche, disons, de faire un travail de syndiqué, puis tu as le fait qu'ils sont obligés d'être syndiqués ces chantiers de construction, qui les oblige à avoir au moins une présence en quelque part. Et là, ça négocie des conventions collectives, eux autres. Mais la plupart du temps, pas la plupart du temps, combien de fois on a passé des décrets parce qu'ils n'étaient pas capables de s'entendre? Mm-hmm. C'est le gouvernement qui prenait la charge sur le dos de décréter les conditions de travail dans l'industrie de la construction. Dans mon temps, c'était comme ça. Pourtant, il y avait des syndicats là, puis des employeurs. C'est une industrie qui est extrêmement difficile à contrôler. La législation, la province est grande comme un monde. Et quand il n'y a pas beaucoup de projets de construction qui sont en cours, et quand il y en a un qui arrive à un moment donné, c'est comme des mouches sur une goutte de miel. Ils s'en viennent tous en même temps, puis bon, il y en a un à un moment donné qui est plus fort que les autres, puis il décide d'ôter les autres sur la seule goutte de miel qu'il y a. Mm-hmm. Puis depuis un certain temps, dans la province de Québec, il n'y a pas beaucoup de travaux de développement industriel. Tu sais, des grosses affaires, là, à part des constructions de routes de ce temps-ci, moi, je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de travaux. Il y a eu la Gaspésia, mais après la Gaspésia, qu'est-ce qui reste? Oui. Le gouvernement Bourassa payait cher avec ça. Ah, on y a goûté. On y a goûté, mais... est-ce qu'on l'a mérité? Je dis, bon, disons que le peuple était, à cette époque-là, rendu au bout de sa corde, puis nous autres aussi, probablement.
Tu sais, tu parlais tantôt de auriez-vous à espérer que. Quand d'abord, la commission Clich m'a fait mal. Ma réputation a été foutue dans la merde. Ils ne sont pas gênés. Je relisais avant de te parler les conclusions de la commission sur moi, puis ils disaient dedans que Cournoyer, on ne peut pas le juger, mais il sera jugé par le peuple. Mais on m'a associé très clairement avec les bandits de l'industrie de la construction de l'époque. Et ça, que si tu veux, tu ne traînes pas ça longtemps. Robert, qui était soucieux, qui me connaissait, qui savait que je n'avais pas ce genre de responsabilité-là sur le dos, avait quand même une obligation de premier ministre de modifier le cours de la vie. C'est là qu'il m'a dit on va te mettre des richesses naturelles, on va t'enlever dessus le dos, puis dessus le dos du gouvernement. La tâche qui était indélébile que je transportais avec les conclusions de la commission Clich. Mais avant ça, ou dans le même moment, il y a eu le conflit de la United Aircraft. Ça, vous avez eu... c'est un conflit qui était dur. Non, il était dur, mais là, au moins, disons que je ne peux pas dire que j'avais quelque responsabilité que ce soit. C'est arrivé, le conflit de la United Aircraft. Il a duré au moins 18 mois. Mais c'était une question de l'application de la formule RAND. Cotisation syndicale déduite à la source. Et l'entreprise qui s'appelait United Aircraft et qui est devenue Pratt & Whitney, qui était située à Hartford, au Connecticut, cette entreprise-là ne voulait pas entendre parler de faire la job du syndicat. Aux États-Unis, ça ne se fait pas, puis on ne fera pas un précédent à Longueuil pour des choses qu'on fait à Hartford, au Connecticut, puis qu'on ne veut pas faire. Alors, à partir de là, c'était une opposition de principe. Et le drame qui est survenu là, c'est que ça, je ne pouvais pas l'aider, là, mais c'est qu'à un moment donné, la compagnie a décidé d'ouvrir les portes. Elle dit aux travailleurs, si vous venez venir travailler, là, les portes sont ouvertes. Les dernières conditions que je vous ai offertes, c'est celle-là. Et à plus ou moins brève échéance, on s'est retrouvé avec une majorité de travailleurs syndiqués à l'intérieur qui traversaient leur ligne de piquetage tous les matins, mais pas suffisamment pour avoir une opération complète. Là, ils ont commencé à employer des gens qui étaient considérés comme des scabs, créant dès lors une situation qui était difficile avant, mais était encore plus difficile après. Ceux qui restaient à la porte, qui regardaient passer leurs confrères de la veille, qui étaient en minorité à la porte, puis l'autre qui disait, bien, vous savez, mes employés sont en majorité, ils acceptent mes conditions, ils sont rentrés. C'était l'attitude de la compagnie. Puis là, bien, ça nous faisait mal à nous autres, parce qu'on n'était pas capable de régler ça. Il y avait plus d'employés syndiqués en dedans que ceux qui faisaient du piquetage à la porte. Il y avait une majorité qui acceptait les conditions, mais le syndicat avait toujours refusé de faire une assemblée générale. Puis il y avait eu des événements qui s'étaient produits. Il y avait eu des gens qui avaient... La police était rentrée dedans, coup de bâton, là, de la Sûreté du Québec, à un moment donné. Pour faire une histoire courte, ça s'est réglé, mais après. Après, je pense que la loi des anti-SCAB, puis la formule RAND a été imposée par le gouvernement du PQ qui nous avait battus en novembre 1976. C'est bien intéressant, M. Cournoyer. On continue la semaine prochaine.